Tu veux protéger la vie sur Terre avec des millions d'écolos? Voici le mouvement On est prêt. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo comme aujourd'hui, ou féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Magali Payen de On est prêt. Salut Magali. Salut Pierre. On va parler de votre première campagne sur le climat qui a fait beaucoup de bruit, de pourquoi le cinéma change le monde et de votre nouvelle méga campagne pour protéger les animaux sauvages en France, à laquelle on peut tous participer et qui va aussi faire pas mal de bruit. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu as fondé le mouvement écolo On est prêt, dont je fais un peu partie aussi, qui coordonne, tu me dis si je ne me trompe pas, en amont des experts scientifiques, pour que ensuite des créateurs, que ce soit au cinéma, sur YouTube, Instagram, etc., aident à mobiliser des centaines de milliers, voire des millions de citoyens qui rejoignent en aval des campagnes d'acteurs de terrain pour obtenir des victoires écolo. Est-ce que c'est ça? On est prêt? Mais oui, c'est tout à fait ça. Je vais te prendre un porte-parole, j'adore. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 3 ans à un pique-nique de Axel Latuada de Et tout le monde s'en fout. Ça semble loin. Et tu étais en train de créer On est prêt et tu m'as dit ça t'intéresse un projet qui utilise le mégaphone de tous les créateurs engagés, youtubeurs, etc. pour mobiliser la société civile. Et j'étais là, bah oui, carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord le concept de On est prêt et après le concept de la première campagne Agir pour le climat? Ouais, carrément. En fait, tu l'as déjà très bien expliqué. En fait, notre rôle, c'est de coordonner au maximum les artistes et notamment les créateurs vidéo entre eux, avec les sachants, donc les scientifiques, les lanceurs d'alerte, les experts, et puis avec ceux qui agissent sur le terrain. Et en fait, on est vraiment à un siècle où on a besoin plus que jamais de l'intelligence collective, de créer des ponts, de la transversalité pour relever les grands défis auxquels on fait face. Et donc ça, en fait, c'est le rôle qu'on se donne. C'est d'être ce facilitateur, ce super chef d'orchestre qui va pouvoir permettre à ces personnes-là de parler d'une même voix. Ouais. En fait, tu vois, à l'époque, j'avais constaté que il y a plein de gens qui parlaient des mêmes sujets à des moments différents, avec des call to action différents, qui n'allaient pas forcément dans la même direction, même si le message porté était le même, même si l'essence était la même. Et en fait, le pari avec On est prêt, ça a été de se dire, en fait, si on fait parler toutes ces personnes-là à certains moments en même temps, d'une seule voix, en allant dans la même direction, alors peut-être qu'on arrivera à sortir du brouhaha et à créer une symphonie. Donc vraiment sortir de la cacophonie et faire entendre une voix beaucoup plus puissante. Donc On est prêt, ça a vraiment deux vocations. 1, la mobilisation citoyenne, et 2, la création et la diffusion de nouveaux récits. Et en fait, nos enjeux, c'est vraiment de réfléchir de manière systémique à ce à quoi le nouveau monde peut ressembler, de réfléchir ce nouveau monde, de commencer à l'imaginer, parce qu'on peut pas le créer si on commence pas par l'imaginer en amont. Et au cœur de ce nouveau monde, en fait, il y a les principes du vivant, des limites planétaires qui sont vraiment au cœur de la réflexion. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la première campagne Agir pour le climat? Yes. Cette première campagne, en fait, elle est née d'une journée chez moi qui était le 3 juin 2018 où j'ai réuni les premiers youtubeurs du projet, donc du projet global, du projet d'écosystème. Et ce jour-là, on était une quinzaine à la maison et on s'est demandé si on faisait une première campagne, sur quoi ce serait. Et donc, il y a 3 sujets qui ont émergé. Il y a l'égalité homme-femme, la neutralité du net et puis le climat. Et en fait, il y a eu une forme de consensus sur le fait que la première campagne qu'on avait envie de faire, c'était de faire une campagne sur le climat, en anticipant qu'il y aurait un espace médiatique entre le rapport du GIEC qui sortait mi-octobre et puis la COP 23 à l'époque, je crois que c'était la COP 23. Et on s'est dit, là, il y a 6 semaines pour capter l'attention des médias et mobiliser la population. Donc ça, c'était le 3 juin. Et à la fin de la journée, ils m'ont dit, bon, Magali, on se revoit dans un mois. Et dans un mois, tu me dis ce qu'on fait précisément. Voilà. Sauf que moi, j'étais pas une experte du climat. J'étais pas une experte de ce genre de solution. Donc à partir de ce moment-là, je suis allée voir ceux qui savent, donc les scientifiques,
du GIEC et puis les ONG. Ok. Et donc, au fur et à mesure, entre le 3 juin et puis le début de l'été, là, la quinzaine de créateurs était montée à une quarantaine. Et à la fin de l'été, quand on est revenu à la rentrée, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, qui a provoqué quelque chose de fort. Et donc, à la rentrée, les 15 créateurs du début étaient devenus 70. Et pour mes mots, pour ceux qui l'ont pas vu passer, cette campagne, la proposition, c'était donc pendant 30 jours d'agir pour le climat, avec un défi par jour pour le climat. Le premier défi, c'était je vide ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Ouais. Et comme ça, crescendo pendant 30 jours. Et ce qu'on n'avait pas du tout annoncé, qu'on avait un petit peu teasé, c'était la surprise. C'était le défi final, qui était donc l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction climatique. Au début, c'était entre guillemets mignon, mais aussi du coup grand public, avec des défis zéro déchet, effectivement pas manger de viande pendant quelques jours, etc. Et puis tu te dis, attends, mais j'ai cet outil qui permet de toucher des millions de personnes, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et du coup, ouais, en fait, t'en avais déjà parlé avec le GIEC et notre affaire à tous pour décider du défi final mystérieux, c'est ça? Oui, ben en fait, à partir de, je sais plus à quel moment je l'ai rencontré, Marie, fin juin ou début juillet, quand je l'ai rencontrée, en fait, la campagne, il a été décidé qu'elle s'organisait autour de son action. Le GIEC était pas dans la confidence. Tu peux redire ce que c'est l'affaire du siècle pour Ouais, alors l'affaire du siècle, c'est ce procès contre l'État pour inaction climatique. Ça, c'est une idée de Marie Toussaint à la base, donc au sein de notre affaire à tous. Et donc Marie Toussaint est allée chercher 3 ONG, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Oxfam, pour construire tout le dossier juridique. Voilà. Et en fait, ça faisait depuis 2015 qu'elle y songeait, parce que les Pays-Bas avaient fait ça auparavant, et ça avait cartonné aux Pays-Bas. Et donc, elle y pensait depuis 3 ans. Et quand moi, je suis allée la voir et que je lui ai dit, voilà, je suis en train de monter ce truc, faut vraiment qu'on l'utilise à bon escient, que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu peux avoir comme idée? Ben, elle s'est dit, là, il y a une force de frappe phénoménale, donc il faut absolument le faire maintenant. Quoi. Ouais, c'est maintenant. Oui, et donc ça a été la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de personnes qui ont signé donc la pétition en soutien au procès. Mais ce qui m'a marqué, c'est comment il y a plein de politiques qui soutenaient le mouvement, sur Twitter notamment, dont De Rugy, le ministre de l'écologie de l'époque, et qui en même temps a essayé un peu de se l'approprier et de le récupérer. Forcément, parce que surtout au début, c'était des actions individuelles de dizaines ou centaines de milliers de citoyens, ça remettait pas trop en cause leur politique, et donc c'était tout bénef pour eux, quoi, pour leur image. Mais je me souviens aussi que y avait des gens du gouvernement qui t'appelaient parce que ils voulaient savoir à tout prix quel était le défi final, parce que ils voyaient bien qu'il y avait du teasing et ils voyaient cette mobilisation massive, et bah ils flippaient, quoi. Et puis un peu à raison. Donc en tout cas, c'était un beau cheval de Troie. Bravo. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un cheval de Troie. T'aurais pas dit mieux. Et effectivement, je me suis faite convoquer par le gouvernement avant le premier défi. Et en fait, ils voulaient savoir ce qu'on voulait précisément et puis avoir la liste des 30 défis. Et je leur ai dit, ben non, on peut pas vous donner la liste. Et il a fallu tenir secret le plus longtemps possible, effectivement, ce défi final qui a été l'affaire du siècle, qui a effectivement provoqué le courroux de Rugy. Ça, on peut pas dire l'inverse. Ah ouais, pourquoi il s'est passé quoi? Ben, il aurait trouvé courtois que les associations le préviennent avant de faire le procès, ou enfin voilà, qu'il y ait une discussion préalable. Et je sais pas si tu te souviens de sa réponse de l'époque. En fait, il a pas trop tardé en fait à sortir une réponse de 3 pages où il expliquait que le gouvernement en fait faisait déjà tout ce qu'il pouvait, mais que quand le gouvernement voulait prendre des mesures écolo, il y avait la moitié de la France dans la rue, les gilets jaunes, donc c'était pas de la faute du gouvernement, c'est que les Français n'étaient pas prêts. Alors qu'en fait, c'était vraiment le fond de notre campagne de dire justement, on est prêt à changer, on montre qu'on est prêt à changer, on se montre en train d'agir. Et en revanche, notre action, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers l'État.
C'est parce que Ouais. on prend nos responsabilités, mais à vous aussi de les prendre. Et à partir de ce Ouais. moment-là, c'était vraiment la stratégie de leur côté de diviser pour mieux régner qu'il a fallu contrer. Et donc avec Cyril Dion et Ouais. Mathilde Imer, Mathilde qui était super impliquée dans la première campagne, en fait, à partir de ce moment-là, on a orchestré un rapprochement entre les gilets jaunes et puis les mouvements écolos. Et ça a Ouais. vraiment pesé dans la balance quand Cyril et Mathilde ont négocié la Convention citoyenne pour le climat. Concrètement, du coup, il y a 2,3 millions de personnes qui ont signé cette pétition en soutien de l'assignation en justice de l'État qui est accusé d'inaction face au changement climatique. La campagne On est prêt, du coup, a aussi contribué à la création de la Convention citoyenne pour le climat, avec 150 citoyens tirés au sort qui ont proposé 150 mesures, je crois, à Macron. Pour toi, c'est quoi le bilan global de cette première campagne d'On est prêt? Alors, le bilan de la première campagne On est prêt, en fait, il est multiple. Moi, je considère que c'est une victoire culturelle parce que ça a rendu incontournable ce sujet de l'écologie et ça l'a rendu cool. Là où Ouais. avant, il y a certains créateurs qui n'osaient pas parler du fait qu'ils étaient végétariens, qu'ils étaient écolos. Bah là, il y en a plein qui ont fait leur coming out et qui ont permis à leur communauté de le faire aussi. Et il y en a plein qui ont aussi modifié leur Ouais. manière de consommer. Certains qui ont arrêté la viande, d'autres qui ont diminué leurs déchets en plastique. Tu vois, il y a plein d'artistes, parce qu'au départ, on a commencé à 70 créateurs, et puis il y en a plein qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et à la fin du mois, il y en avait plus de 130. Ouais. Et je prends l'exemple de Elijah, qui est le groupe de musique là avec les 3 filles, super cool. Et les filles, en fait, ce qu'elles ont fait pendant la campagne, c'est qu'elles ont fait plein de défis à leur niveau et elles ont arrêté les bouteilles en plastique. Et là, elles ont adopté des gourdes. Et donc, en fait, partout où elles allaient, elles disaient, ben non, pas de bouteilles pour nous, on a nos gourdes. Pareil, elles les montraient au public et tout. Donc, ça a vachement interpellé, tu vois. Ça a vachement interpellé les autres musiciens qui croisaient, Ouais. les lieux, enfin voilà. Et en fait, faut vraiment pas sous-estimer cet effet domino. On sous-estime toujours le pouvoir Mm. qu'on peut avoir soi, d'inspirer les autres. Et en fait, enfin, toi, tu le fais très bien avec tes vidéos aussi, tu vois. Faut pas sous-estimer tout ce qu'on peut changer à notre échelle. Et effectivement, je crois que vous avez touché 47 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc en termes Ouais. de sensibilisation, c'est énormissime. Et même si effectivement sur la Convention citoyenne, bon bah Macron l'a globalement balayé, bah déjà c'est un travail de long terme. Et puis ça a aussi inspiré d'autres pays à l'étranger, je crois, à avoir leur propre convention citoyenne. Puis tu as aussi le procès de l'État pareil, qui est en bonne voie. Et puis pareil, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'un rapport de force pour dire en fait on vous met la pression et on laissera rien passer, quoi. Ouais, pardon, effectivement, j'ai pas fini de répondre à ta question. Donc, en termes de bilan, il y a eu effectivement les créateurs qui ont changé leur manière de consommer pour certains, de communiquer sur leur réseau sur ces sujets-là. Il y a eu le nombre de personnes qu'on a touchées, donc 47 millions, c'est le reach sur Instagram et Twitter. Donc c'est des personnes qui ont vu passer la campagne, donc c'est hors Facebook et hors YouTube, mais ça veut pas dire des personnes qui ont agi, hein. Et c'est des comptes, c'était Ah des oui. comptes sur Instagram et Twitter, donc non dédoublés, je rentre un peu dans les détails. Et et ensuite, effectivement, sur chaque défi quotidien, on a essayé de mesurer l'impact au maximum de ce que ça avait engendré comme action très concrète. Donc pour Ecosia, tu vois, on a estimé que ça avait pu permettre de planter 45 000 arbres, autour de 45 000 arbres, le fait de télécharger le moteur de recherche. Il y a des assos qui nous ont dit qu'elles avaient fait du plus 1000% de trafic grâce à nous, le jour de l'action. Et puis, le défi final, effectivement, l'affaire du siècle, ça a déjà été une victoire culturelle dans le sens où on a réussi à se rassembler avec des acteurs qui avaient jamais forcément communiqué côte à côte sur ces sujets-là, que ce soit des Ouais. personnalités, des associations, des experts. Et en fait, le fait de se rassembler, c'est déjà un super signe. Et c'est déjà ce qui a donné énormément d'espoir au public. De montrer qu'en fait, c'est vraiment la cause qui prime
on met les égos de côté, on met les conflits de côté et on arrive à se rassembler quand c'est vraiment important. Donc ça a été très fort. Et ensuite, sur la Convention citoyenne pour le climat, moi je trouve que même si le projet de loi a été vidé d'une grande partie de sa substance, donc là on peut dire qu'on s'est fait avoir, on a essayé, mais le gouvernement n'a pas tenu sa promesse démocratique. Sur l'autre plan, qui est le processus démocratique, là-dessus, on a pu démontrer que ça fonctionnait et que on a véritablement besoin de nouvelles formes d'exercer notre citoyenneté et notre manière de vivre ensemble, et que ça, justement, ce type de convention citoyenne par tirage au sort représentatif de la société, avec tout ce mode de facilitation super important où ils ont interviewé des entreprises, des scientifiques, plein de typologies d'experts, eh bien, on a pu montrer que ce type d'intelligence collective, il fonctionne. Et il fonctionne notamment parce que ces personnes n'ont pas de conflit d'intérêt sur le fait d'être réélus dans 3, 5... voilà, c'est pas une carrière pour eux. Et puis, comme tu le dis, en fait, c'est en train d'être reproduit à l'échelle régionale et dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment canon. On a vraiment besoin de ça pour redonner un élan vital à la démocratie d'aujourd'hui. Dans quelle région et dans quel pays? En Occitanie. Ah oui. Et puis, en Angleterre. Et je crois qu'il y a eu aussi le Portugal et l'Allemagne à vérifier. Et on nous a contactés aussi pour une assemblée internationale. Une assemblée citoyenne internationale. Avec 1000 citoyens de plein de pays différents. Je sais pas où ils en sont. Ce que je trouve magique dans vos campagnes, tu l'as évoqué, c'est que tu as le sentiment que tout est possible, quoi. Parce que ça te sort de ton isolement, de ton sentiment d'impuissance et tu fais partie d'un collectif. Et c'est pas un collectif de 100 ou 1000 personnes, ce qui est déjà très cool, mais comme il y en a plein. Non, là, c'est un collectif de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et entre les scientifiques, les médias, les assos, les citoyens, tu te rends compte qu'en fait, collectivement, on est déjà assez puissant pour changer les choses. Maintenant, c'est une question de se rassembler, de se coordonner et de stratégie, quoi. Où est-ce qu'on veut mettre la pression? Exactement. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment important de souligner que il n'y a pas une seule et une bonne et unique stratégie. En fait, moi, je suis convaincue que les actions sont complémentaires les unes des autres et qu'en fait, il faut aussi bien agir au maximum sur le fait de faire avancer les mentalités, donc faire switcher la société dans sa manière d'appréhender ces sujets-là, faire avancer au maximum les politiques et les industriels et les médias. Donc en fait, souvent on se dit ça sert à rien les éco-gestes. Moi, je suis pas d'accord parce que ces gens-là, si nous, les citoyens, si on prend conscience des choses, en fait, on va voter différemment, on va consommer différemment, on va rayonner, interagir différemment avec les autres humains, les autres espèces, l'environnement autour de nous. Et cet aspect massif, en fait, on l'oublie parce qu'on ne le voit pas. On n'en a pas conscience. Et c'est cette norme invisible dont on parle très souvent, de plein de gens qui se sentent vraiment super isolés et qui, en fait, peuvent être la majorité à penser quelque chose. Donc, cette majorité silencieuse ou cette minorité silencieuse, ça dépend des sujets. En fait, tout l'enjeu, c'est de la rendre visible pour se sentir, en fait, plus en confiance dans notre capacité à changer les choses. Avant d'aborder votre nouvelle campagne, on va parler de cinéma, parce que c'est un sujet important chez vous. Depuis donc cette première campagne sur le climat, donc tu as recruté une équipe. Vous avez fait 1000 trucs dont on ne pourra pas parler, mais notamment autour du cinéma. Vous avez produit ou soutenu plusieurs films engagés. Par exemple, vous avez récolté 300 000 euros pour le nouveau film Animal de Cyril Dion sur la biodiversité. Où il y a aussi Julien Vidal et Camille Etienne qui sont passés dans Soif de Sens aussi, qui ont joué dans un épisode de Plus belle la vie, qui est en partenariat avec On est prêt. J'ai trouvé ça trop drôle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux exemples? Oui, en fait, un des gros travaux que je fais, c'est d'accompagner les leaders culturels. Les leaders culturels, ce sont ceux qui écrivent les récits de société. Donc, c'est aussi bien les artistes que les médias. Moi, je me focalise plus sur les artistes. Et tu as cité divers exemples. Donc, effectivement, Plus belle la vie, c'est un bon exemple d'accompagnement qu'on a pu faire, où on les a accompagnés sur les trames, les narrations,
Euh, et notamment, Ouais. je me souviens de cette première réunion avec le directeur d'écriture de Plus belle la vie, qui se demandait mais pourquoi mon prod m'amène ici, ils vont rien m'apprendre là, c'est jeune, j'ai déjà essayé de collaborer avec des experts comme ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais vraiment quelqu'un de très réfractaire en face de moi. J'ai commencé à lui parler Ouais, de ces ok. nouvelles formes de démocratie, de la Convention citoyenne pour le climat, tout ça. Je voyais que ça prenait pas du tout, du tout, du tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai un copain éditeur des éditions libres, Kevin, qui m'avait envoyé un livre qui était le livre de Sève et de sang, qui était l'histoire de Julia Hill. Il me l'avait envoyé 3 jours plus tôt. Et là, j'ai dit, ben, sinon, on peut aussi vous raconter des anecdotes. Par exemple, l'anecdote de Julia Hill. Vous la connaissez, Julia Hill? Bah non. Bah, c'est cette Américaine qui a vécu 2 ans dans un arbre pour éviter qu'on coupe la forêt. Et à partir de ce moment-là, ça a été une épiphanie pour lui. Il s'est dit, mais cette histoire-là, ça peut être génial, ça peut être ça que je cherche pour faire basculer l'histoire. Euh, et en fait, on l'a aidé à construire une histoire autour de ça, où il y a une jeune de 17 ans qui s'appelle Lola dans la série, qui, de la même manière, va habiter dans un arbre pour éviter qu'on coupe euh, toute une forêt pour construire un parking. Et ce qui est génial, c'est qu'on les a accompagnés aussi bien sur l'histoire au niveau global, mais aussi sur l'aspect des valeurs, faire attention aux clichés, ce genre de choses. Et puis, ça a été vraiment un Ouais. climax et un tournant dans la série, puisqu'il y a plein de personnages qui ont changé de voie, changé de direction, et puis l'entreprise centrale de la série, GTS, elle a aussi changé d'activité puisqu'elle est devenue green, pardon. Elle est devenue green. Et donc, il y a eu tout cet aspect en termes de travail de narration avec eux. Puis, sur le tournage, effectivement, on a fait notre max pour faire intervenir des gens qui jouent leur propre rôle, donc des militants de Marseille, d'ANV Cup 21 et puis d'autres. Et puis, on a fait venir Ok. Camille, qui était notre porte-parole, Julien Vidal, voilà, qui ont joué leur propre rôle et c'était vraiment canon. Et dans un troisième temps, on a aussi proposé des actions terrain à la communauté de Plus belle la vie. Voilà, donc ça c'est l'exemple avec Plus belle la Ok. vie. En termes de cinéma, effectivement, c'est aussi un gros axe. Moi, je viens du cinéma à l'origine et initialement, je voulais être productrice de cinéma à impact. Et là, au Festival de Cannes, l'autre jour, je sais pas si t'as vu passer, on a lancé une nouvelle tribune avec Cyril en appelant à nouveau à la responsabilité des professionnels du cinéma, des artistes, pour construire ces utopies lucides, pour construire ces imaginaires dont on a tant besoin aujourd'hui. Ouais, effectivement, vous venez de signer une tribune à Cannes avec donc Cyril Dion, Aïssa Maïga, et puis derrière en soutien plein d'autres, pardon, comme Pierre Ninet ou d'autres, pour dire que, en fait, quelques films sur l'écologie, ça suffit pas, quoi. On a besoin d'un raz-de-marée de films qui parlent d'écologie et de justice sociale pour imaginer d'autres façons de vivre, d'habiter et de cohabiter surtout avec, oui, les océans, les forêts et les animaux, quoi. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que le cinéma peut changer le monde, Magali? Je ne doute pas que le cinéma peut contribuer à changer le monde. Ouais. Et ensuite, le cinéma peut allumer cette étincelle que les spectateurs doivent ensuite transmettre et relayer. C'est un peu comme la flamme olympique, tu sais. Ouais. Enfin, non, c'est mieux que la flamme olympique parce que là, c'est une flamme qui peut vraiment se propager dans plein de directions différentes. C'est un élan vital, une envie de protéger, de se reconnecter qui est très contagieuse. Donc moi, je suis effectivement convaincue que le cinéma, les artistes plus largement, ont ce pouvoir-là, comme chacun de nous. Ouais, puis ça ouvre nos imaginaires, quoi. On peut pas imaginer. Si on n'arrive pas à imaginer autre chose que le capitalisme, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Oui, oui, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on répète. La nécessité, en fait, de construire dès aujourd'hui ce projet de société. Et donc, le cinéma nous aide à faire ça. Et chez On est prêt, pour le faire, en fait, on s'appuie aussi beaucoup sur différents travaux de prospective, notamment les travaux de BL Evolution, les travaux du Shift, le plan de transformation de l'économie française là, qui Mm. est sorti récemment. On attend avec impatience les scénarios de l'ADEME qui vont sortir en novembre. L'ADEME va sortir 4 scénarios. Il y a aussi les scénarios Négawatt. Et en fait, tout ça, on est en train de le compiler pour poser un cadre de créativité euh, dans nos projets artistiques, dans les Ouais. histoires qu'on raconte sur le monde de demain. Ok, donc c'est toujours basé sur des scénarios scientifiques, quoi. Ah, c'est Oui, intéressant. ouais, ouais. On part des contraintes du réel.
Et justement, Rob Hopkins, il explique bien dans son livre Et si on libérait notre imagination pour créer le futur qu'on veut, qu'effectivement, on sait plus imaginer, quoi. Ou alors que les catastrophes et pas des utopies ou pas comment agir, quoi. Du coup, ouais, comment est-ce qu'on peut libérer notre imagination? Bah, c'est tout à fait ça, hein, et Rob Hopkins, enfin voilà, moi je fais beaucoup référence à lui parce que il explique bien que pendant des années, tu as le quotient intellectuel et le quotient d'imaginaire qui ont grimpé de pair, et puis dans les années 90, le quotient d'imaginaire a commencé à chuter, le quotient intellectuel a continué à augmenter, et en fait, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de notre capacité à imaginer les choses différemment pour relever les grands enjeux, et on se trouve désemparé parce qu'on ne sait plus le faire comme on le faisait si bien avant. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on essaye nous-mêmes de nous remuscler, et puis d'accompagner, d'encourager en tout cas les artistes à le faire. Donc il y a ce double enjeu à la fois de connaître les contraintes du réel, les intégrer dans la réflexion et la créativité, et ensuite, avec ces contraintes-là, réussir à imaginer, à innover ce que le monde de demain peut être. Et on est obligé de passer par là, parce que sinon on va se laisser voguer, et ça peut être pour le pire. Donc si on veut reprendre un petit peu les choses en main, il faut, un, comprendre, et deux, réussir à trouver des solutions. Et quand je dis des solutions, ça va pas être des solutions à tout, parce que il y a des choses qui sont irrémédiables. On a déjà passé tellement de seuil en termes climatiques. Si on arrête là d'émettre en termes de gaz à effet de serre du jour au lendemain, en fait, l'emballement va continuer, parce que ça va pas se résorber du jour au lendemain. Oui, il y a des choses qu'on peut plus sauver et des choses qu'on peut encore sauver, quoi. Oui. Ok, maintenant on va parler de la nouvelle campagne. J'ai trop hâte. En septembre, du coup, On est prêt revient avec une campagne encore plus grande pour protéger les animaux sauvages en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus, même si pour l'instant c'est assez confidentiel? Ouais, ben en fait, moi j'ai envie de garder des surprises pour la communauté. Donc Oui, je vais t'as pas raison. trop en dire, mais ce que je vais déjà vous encourager à faire, c'est de vous inscrire sur la welcome page qui sera certainement sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, Ouais. comme ça, vous serez tenu au courant parmi les tout premiers. Autour du 23 août, en fait, on va d'abord communiquer à un cercle de, de ceux qui sont les plus intéressés et motivés, qui sera enfin voilà, ce qu'on appelle le premier cercle, quoi. Et dans un second temps, il y aura un gros lancement le 2 septembre, la veille du Congrès mondial de la nature, donc. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, ça va être une campagne sur les animaux sauvages en voie de disparition en France. On va proposer des actions individuelles et collectives. On a rassemblé des partenaires canons, que ce soit en termes de scientifiques, d'associations, d'instagrammeurs, de youtubeurs, de tiktokers. Cyril, évidemment, est parrain de la campagne, Cyril Dion. Il y a beaucoup de résonance avec le film Animal qui vient de sortir à Cannes et qui sortira en novembre en France. Et en fait, cette campagne, elle a un double enjeu à, un, nous permettre de reconnecter aux vivants autour de nous. Par exemple, on va expliquer qu'il y a des dauphins au large de la Bretagne. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des dauphins. Non, mais ça c'est fou. Des lynx aussi. Il y a des lynx dans les forêts françaises. Et des pingouins. Voilà. Il y a des pingouins en France. Enfin, ils sont où les pingouins? Je vais te dire en Bretagne, non? Alors les pingouins, j'étais pas au courant. Les Ah bon, dauphins, c'est pas oui. dans le PDF que tu m'as envoyé? Ah, mais les pingouins, ouais, j'ai un petit doute. Ah, c'est peut-être les macareux que t'as vus. Bon, à vérifier. Ah si, je crois. Hein. Et donc, première chose, reconnecter au vivant. Et la deuxième chose, ça va être de prendre conscience effectivement de la 6e extinction de masse dans laquelle on est en train d'entrer là, d'expliquer en fait que c'est archi préoccupant, autant voire plus que le climat, et donner des axes pour contrer ça. Donc proposer vraiment des actions pour infléchir le cours de cette 6e extinction de masse, même si nous, les actions qu'on va proposer, on a conscience que c'est pas ça qui va faire basculer les choses. En revanche, plus il y a de personnes qui seront conscientes de ça, et plus on sera en capacité de changer les choses à un niveau sociétal, politique et industriel. Donc voilà, nous on veut vraiment essayer d'imposer au maximum ce sujet,
que les gens en prennent conscience au maximum et ensuite qu'il y ait des décisions de plus grande envergure qui soient prises. Parce qu'effectivement, si on fait rien, ces espèces en particulier vont disparaître et forcément il y a plein d'interactions avec le reste de la biodiversité dont on fait partie et elles vont disparaître notamment à cause de la destruction de leurs habitats. Ouais. Parce qu'on met du béton partout, qu'on construit des routes, des villes, des supermarchés. Et donc un des buts de la campagne notamment, c'est de racheter des terres pour les réensauvager ou pour en vivre ces animaux, c'est ça? Oh là là, tu dis trop de choses là. Effectivement, il va y Si tu veux, avoir. on l'enlève, ça, il n'y a pas de Non, non, souci. non, il n'y a pas de souci. En fait, on va effectivement œuvrer pour 6 associations qui protègent les animaux en France. Et une des actions, ça va effectivement être de racheter des terres. Mais après, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la Welcome Page pour en savoir plus le 23 août. Voilà, comme vous conservez des surprises. Effectivement, moi j'ai halluciné quand j'ai lu qu'on connaît que 2 millions d'espèces sur les 10 ou même 20 millions potentiels qu'on estime. Donc en fait, on connaît rien de la biodiversité, quoi, 10 ou 20%. Et sur ces 2 millions d'espèces qu'on connaît, la moitié sont menacées. Et évidemment que ça nous met, nous, en plus, l'être humain en danger. Déjà, juste, effectivement, le phytoplancton qui produit 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc si tu veux respirer, ce qui est plutôt utile de temps en temps, oui, on a besoin de protéger la biodiversité, les océans et les forêts, quoi. Donc va checker le lien dans la description pour rejoindre la campagne qui va être dingo, quoi. Pour finir, est-ce que tu as des histoires ou des anecdotes autour de On est prêt que tu as envie de nous raconter? Tu me prends en dépourvu. Certainement plein, mais alors là, tout de suite, moi, je dirais que déjà, ça a changé ma vie, puisque je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, puis en région parisienne, et depuis 1 an, j'habite à la Ouais. montagne, ce qui ne m'était jamais arrivé de vivre loin d'une grande ville. Donc, j'habite maintenant dans un village de 800 habitants. Enfin voilà, je dirais que la première à qui ça a changé la vie, c'est peut-être moi, dans l'ordre chronologique. Après là, Tu t'attendais à ce que ça ait cette ampleur-là? je m'attendais à, enfin j'avais aucune attente précise. En fait, moi j'avais pas de chiffres en tête, j'avais pas de, non, c'est juste un élan vital qui a besoin de s'exprimer. Et Mmh. et je pense que c'est ça qui fait le succès de ce mouvement en fait, c'est qu'il nous permet d'exprimer notre héros. Et on ouvre aussi ces espaces pour parler de Thanatos, de l'apport de la mort, parce que ce dont on parle quand on parle du dérèglement climatique et de la 6e extinction de masse, en fait, c'est de la mort, et pas seulement de notre propre mort, mais de la mort potentiellement de l'humanité, de toutes les espèces qu'on embarque avec nous. Donc c'est assez vertigineux. Et ça peut générer chez Ouais. certaines personnes de l'anxiété. Et c'est aussi important d'ouvrir ce sujet-là. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que le meilleur remède contre ça, c'est l'action. Encore faut-il que ce soit une action raisonnée, harmonieuse, une passion harmonieuse, comme dirait Loïc Sutter. Parce que ce qu'on peut aussi voir beaucoup chez les activistes, c'est ce fameux burn-out écolo. Donc il y a un enjeu à nourrir un équilibre et une écologie intérieure. Voilà. Merci Magali pour cette discussion inspirante. Si toi aussi qui nous écoutes ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec Camille Etienne qui est porte-parole de On est prêt sur la relève écolo, et on y parle aussi évidemment de mobilisation et de créer des nouveaux récits. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains badass comme Magali, abonne-toi et partage cet épisode avec un ami, ça m'aide beaucoup. Ciao tout le monde!